Nous passons maintenant à une délibération très importante puisqu'elle va nous permettre de lancer un processus de révision générale du PLU. Vous savez que c'est toujours un temps très fort, ce travail sur la révision générale du PLU. Ça va nous prendre plusieurs années, 2 ou 3 ans. Et je vais laisser bien évidemment M. Boucher nous présenter le cadre général de du lancement, les orientations générales du lancement de cette révision générale avec les objectifs et les modalités de concertation. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour mes chers collègues. Effectivement, c'est une délibération, donc Monsieur le maire, je pense qu'il y a écho avec votre micro. C'est une délibération effectivement importante. Bon, une révision générale, c'est tout simplement on refait un PLU. Voilà, hein. Vous savez qu'il y a différentes procédures, révision simplifiée, des modifications, où là on modifie un PLU existant, une révision générale, on refait un PLU. Effectivement, monsieur le maire, c'est une procédure qui est longue et j'ai envie de dire à la fois passionnante et complexe. Voilà, aujourd'hui, il s'agit de lancer cette révision générale en se fixant des objectifs généraux. Alors, des objectifs, ce ne sont pas des listes d'actions, hein, ce sont des objectifs. Par comparaison, je dirais que ce sont des chapitres que l'on pose et que l'on remplira ensuite jusqu'au PADD. Et ensuite, ces actions seront transformées en règles d'urbanisme. Donc pour l'instant, ce sont les grands objectifs, mais j'ai envie de dire ça donne la tonalité de notre volonté politique sur ce nouveau PLU. Donc ce PLU, donc le PLU actuel a été approuvé donc le 3 juillet 2017. Il y a déjà eu 2 modifications simplifiées qui ont été approuvées en 2018 et en 2019. 2 modifications, donc une le 19 novembre 2020 et une le 1er juillet 2021. 2 mises à jour et une 3e modification du PLU qui est, je vous l'avais présenté, qui est une modification déjà très significative hein, que l'on a faite en attente de la révision générale, qui est en cours de procédure. L'enquête publique se termine actuellement. Donc on aura dans les prochains jours le retour de l'enquêteur, du commissaire enquêteur. Et donc cette modification sera présentée en conseil municipal, bien entendu. Donc la révision du PLU de notre commune s'inscrit bien sûr dans le cadre fixé par le SCOT de l'agglomération, qui est tout récent. Il a été voté le 15 septembre 2021. Elle a pour objectif de fixer le cadre d'évolution de la ville dans les années à venir en tant que centralité urbaine de l'agglomération franco-genevoise et cœur d'Annemasse Agglo, et en priorisant la transition écologique. Dans les règles générales d'un PLU, le PLU doit concourir à un développement durable du territoire concerné tout en respectant les principes généraux de l'urbanisme suivants: l'équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, et l'utilisation économe et équilibrée des espaces et la protection de l'environnement. Ça, c'est le cadre général de tous les PLU. Le PLU se présente donc comme un outil majeur dans le cadre de la transition écologique que nous portons. C'est à ce titre que la commune d'Annemasse souhaite procéder à une nouvelle révision générale de son plan local d'urbanisme. Donc je vous propose aujourd'hui de prescrire, c'est-à-dire de lancer la révision du plan local d'urbanisme sur l'ensemble de notre territoire communal et d'approuver les objectifs suivants qui déclinent les ambitions d'évolution de la ville d'Annemasse. Donc je vais vous les présenter. Ils sont présentés sous 3 blocs d'objectifs. Le premier bloc d'objectifs, c'est Annemasse ville durable. Le deuxième, Annemasse ville de mixité inclusive et solidaire. Et le troisième, Annemasse centralité urbaine dynamique. Concernant le premier bloc, donc Annemasse ville durable, voici la liste des objectifs qui vous sont proposés. Créer les conditions d'une urbanisation privilégiant la qualité de ville et la qualité de vie des habitants
en s'inscrivant dans l'environnement des grands paysages remarquables. Promouvoir la nature en ville, la végétalisation, les îlots de fraîcheur, les espaces de respiration, la préservation de la biodiversité, le développement des sols perméables. Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur. C'est, je dirais, tout ce qui a rapport avec l'aménagement. Ensuite, développer une ville apaisée par la promotion des modes actifs, mobilité douce, de déplacement en lien avec la politique de mobilité de l'agglomération et l'organisation des transports en commun, donc notamment le train, le tramway, le BHNS et les lignes de bus. Ça, c'est ce qui concerne la mobilité. Promouvoir le développement des performances énergétiques des bâtiments neufs et existants, diminuer leur impact carbone et encourager la production d'énergie renouvelable. Promouvoir une architecture qualitative respectueuse de son insertion dans son environnement et très attentive à la qualité d'usage des logements. Et maîtriser, ça c'est tout ce qui a rapport avec la construction des bâtiments. Et dernier point, maîtriser le développement de la population et les autorisations d'urbanisme en fonction des objectifs du SCOT de l'agglomération et prévoir les équipements publics nécessaires en lien avec ce développement. Pour information, les objectifs annuels de mémoire, il s'agit de 217 logements par an, l'objectif qui serait à atteindre pour notre ville. Voilà pour le premier bloc d'objectifs. Le deuxième bloc d'objectifs a rapport avec la mixité, donc Annemasse, ville de mixité inclusive et solidaire. Il s'agit de poursuivre et développer l'offre diversifiée de logements en termes de typologie. La typologie, c'est T1, T2, T3, T4. Granulométrie, c'est le nombre de mètres carrés dans chacune des typologies. Donc, poursuivre et développer l'offre diversifiée de logements en termes de typologie, de granulométrie et d'accessibilité personnes à mobilité réduite. Favoriser l'émergence de projets inclusifs et ou participatifs. Poursuivre les objectifs de création de logements locatifs sociaux et développer fortement l'accession sociale à la propriété dans le cadre des objectifs de mixité sociale fixés par le SCOT. Vous savez que le SCOT a voté donc les objectifs d'un tiers de logements sociaux, un tiers de logements abordables dont l'accession sociale et un tiers de logements libres pour répondre à la très forte diversité des revenus des habitants de la région frontalière. Vous savez que c'est une caractéristique de notre territoire, c'est son inégalité en termes de revenus. Et donc, il s'agit bien entendu de pouvoir faire accéder tout le monde à un logement. Et le marché ne le fait pas naturellement. Et donc, il s'agit de mettre des règles donc, pour accéder à ces logements. Bon, les règles de logements sociaux, on a l'habitude de les mettre en œuvre. D'ailleurs, on répond tout à fait, vous le savez, à la loi SRU, puisqu'on a 27% de logements sociaux. Donc, on continuera à le faire. Et il y a un effort très significatif à faire, et ça ne sera sans doute pas simple. C'est ce qu'on appelle l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire une accession qui soit ouverte à des gens travaillant travaillant en France avec un salaire en euros, et c'est une vraie difficulté. Et c'est ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Donc voilà, ce travail sera à mettre en œuvre parce que pour l'instant, la part accession sociale est très minime et nous devons la relever très fortement. Ensuite, le dernier objectif, développer le parcours résidentiel des ménages pour favoriser la stabilité géographique de la population de notre ville. C'est une des caractéristiques de notre ville. Elle est mouvante, je dirais, cette population. Elle arrive, elle repart, elle va en périurbain. Sans doute pour une partie liée à cette difficulté de parcours résidentiel et d'accéder à la propriété. Donc, c'est un des objectifs donc, de cette stabilité géographique de la population de notre ville. Dernier bloc d'objectifs, donc il s'agit d'Annemasse centralité urbaine dynamique.
Donc il s'agit de conforter la place d'Annemasse comme cœur de l'agglomération annemassienne et pôle majeur de l'agglomération franco-genevoise. Développer à travers son urbanisme une identité moderne, dynamique, attractive et innovante. Poursuivre la mise en valeur des éléments constitutifs de l'histoire urbaine de la ville. Développer l'attractivité du centre-ville par la piétonisation, les aménagements qualitatifs, la végétalisation et inciter à la rénovation des façades des immeubles. Assurer les conditions d'un développement économique équilibré entre les activités industrielles et artisanales, tertiaires, commerciales et de services, en soutenant et en dynamisant le commerce de centre-ville et de proximité. Voici l'ensemble des objectifs qui vous sont proposés, qui couvrent, je pense, l'ensemble de nos intentions politiques pour le futur de notre ville. Encore une fois, évidemment, ensuite, il y a toutes les actions à travailler et puis ensuite la réglementation à mettre en place. Dans cette délibération que je vous propose aujourd'hui, il s'agit aussi de définir les modes de concertation. Vous savez qu'il y a une concertation, bien entendu, qui est obligatoire. Ce qui vous est proposé là est le minimum de ce que l'on fera. C'est-à-dire, à la fin, ça va un peu plus loin que le règlement nous demande, mais je pense qu'on ira encore plus loin que ce qui vous est proposé ce soir. Par contre, on n'aurait pas le droit de faire des propositions ce soir que l'on ne ferait pas ensuite. C'est-à-dire, je préfère mettre la barre pas trop haut et aller plus haut que le contraire, qui risquerait donc de nous mettre en difficulté juridiquement. Donc, la mise en place d'un dispositif étendu de concertation avec la population pour permettre une large participation et garantir une large diffusion de l'information, avec notamment la diffusion d'informations sur le site de la ville et dans les publications municipales, l'organisation d'une exposition publique, l'organisation d'ateliers de concertation, la tenue d'au moins 2 réunions publiques dont l'organisation pourra être adaptée en fonction du contexte sanitaire, qui permettront aux administrés de s'exprimer sur les orientations choisies. Durant cette période de concertation publique, les citoyens pourront s'exprimer par écrit, en consignant leurs observations dans le registre de concertation mis à disposition du public à cet effet en mairie d'Annemasse, au service urbanisme foncier pendant les jours et heures d'ouverture du service au public, en adressant un courrier par voie postale à l'adresse suivante, donc à l'adresse de la mairie, et en adressant leurs observations par courrier électronique à l'adresse concertation.plu@annemasse.fr. Je suis dans l'obligation de vous préciser donc que cette présente délibération sera notifiée donc à différents organismes, et notamment au préfet de la Haute-Savoie et au maire des communes limitrophes. Vous en avez la liste des organismes. De dire que, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans le journal diffusé dans le département. Elle sera transmise au contrôle de légalité aussi, bien entendu. J'ai dû sauter un paragraphe, me semble-t-il. Je m'en excuse. J'ai dû sauter le paragraphe qui dit, et c'est très important, que la commune pourra décider de surseoir à statuer aux demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Donc c'est un moyen qu'on se donne pendant le temps de la révision générale de surseoir à des autorisations d'urbanisme qui seraient déposées et qui seraient un peu contraires à l'évolution souhaitée dans le PLU. Je crois avoir fait le tour, monsieur le maire, de cette présentation. Je suis bien entendu disposé à répondre à vos questions et attends et écouter vos avis. Voilà, merci, monsieur Boucher. C'est une délibération en effet importante, hein. C'est le début d'un travail. On sait que refaire un PLU, c'est toujours, comme vous l'avez très bien dit, hein, à la fois passionnant mais lourd dans le travail, et il est bien et c'est le rôle aujourd'hui,
de cette délibération de fixer le cadre général. Et je crois que les trois chapitres qui ont été présentés montrent bien où on veut aller, mais ne préjugent pas de la manière dont on l'appliquera, puisque ça, c'est le travail, évidemment, qui sera mis en place. Monsieur Gaconnet. Merci. Oui, alors, vu comme ça, je vais être très clair avec vous. On a tous envie que tous ces vœux se réalisent. En tout cas, si on est encore en période de vœux, mais c'est vrai que tous les points cités, pour la plupart, on peut les partager, que ce soit la typographie, le départ des personnes, le fait de les conserver sur notre territoire, sur notre ville, sur la qualité de vie, voilà, tout ce qui a été cité, forcément, présenté de la sorte, on n'a qu'envie de vous donner un blanc-seing. Toutefois, j'ai quelques inquiétudes, en tout cas doutes sur des volontés. On parlait du premier point, Annemasse Ville Durable, le cadre de vie des Annemassiens, et c'est vrai que les constructions, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, et j'en suis très bien placé pour pouvoir vous le dire, c'est que les constructions qui se font ont une légère tendance à ce jour à bloquer la vue, ou en tout cas on parlait de panorama et de conserver le visuel de nos belles montagnes et de nos paysages environnants. Je peux vous dire qu'il y en a quand même beaucoup qui ne voient plus beaucoup ni le Salève, ni le Mont Blanc, ni le Maule. Voilà, parce qu'aujourd'hui les immeubles montent haut, des fenêtres se retrouvent en face d'autres fenêtres, et ça en termes de cadre de vie et de qualité de vie, on a pu trouver mieux. Vous parliez d'architecture de qualité, forcément, on le souhaite tous. Maintenant, alors ça c'est un constat qu'on ne partagera certainement pas, mais l'architecture de ce jour, elle n'est pas la plus agréable à voir en termes des années passées, des constructions passées. La complexité dans la mission, ça va être de pouvoir mélanger l'ancien et le nouveau. Quand vous parliez de modernité, une identité moderne, moi j'ai beaucoup de mal à l'imaginer aujourd'hui dans Annemasse. Personne n'a de baguette magique, ni vous ni moi, mais c'est vrai qu'on a quand même un contexte actuel d'architecture qui peut laisser à désirer, et ce qui me fait penser que c'est peut-être un vœu pieux. Vous parliez des 50% des habitants qui s'en vont tous les 10 ans, c'est un fait, c'est un constat qu'on regrette bien évidemment tous, et je pense qu'effectivement le parcours des ménages, le parcours résidentiel des ménages est une priorité pour notre ville, déjà pour que les gens s'y intéressent, si possible aillent voter, parce que je pense qu'il y a un lien de cause à effet aussi sur le fait que les gens ne s'imprègnent pas dans notre ville et n'ont qu'une envie, pour quelques-uns en tout cas, c'est de partir. Et c'est vrai que là-dessus, ça doit être un vrai challenge pour tout le monde. Moi, la question, c'est de comment vous pouvez imaginer contraindre les promoteurs à ne faire que des grandes surfaces, ou une majorité de grandes surfaces, en tout cas en type 4 minimum ou type 5. Vous parlez aussi de projet social. Je pense que c'est aussi l'avenir des habitations aujourd'hui. On a beaucoup parlé des habitants de Teranga. On voit rien venir, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Voilà, est-ce que ces projets-là sont viables à terme, ou sont réellement souhaités par le plus grand nombre? Voilà, je me permets d'avoir quelques doutes sur ce point. Voilà ce que je voulais dire en tout cas sur le début de la réflexion. Voilà, je vous le dis, c'est un très joli catalogue. Je sais que j'utilise souvent ce mot-là et vous n'en êtes pas forcément ravis, mais voilà, on a forcément envie aussi d'aller dans ce sens-là, mais permettez-nous d'avoir de grands doutes sur ce point. Merci, Madame Saillet. Merci. Moi, je vais être plus optimiste que Monsieur Gaconnet. Je pense que notre futur PLU correspondra à une forte évolution pour le développement de notre ville. C'est un outil formidable d'aménagement. Je me réjouis que la transition écologique en soit l'ADN. Et je souhaite qu'on aille aussi loin que possible au niveau de la réglementation dans les orientations et prescriptions écologiques. Notre ville, elle présente déjà une nouvelle physionomie avec les grands projets en cours, comme la révolution de la mobilité, le renouvellement urbain, et également en matière de logement, le NPRU, et un vrai travail de reconstruction de la ville, sur la ville, le développement d'un maillage mer et piéton sont en route. Alors évidemment, on ne voit pas encore complètement l'unité de notre ville dans ces différents aménagements, mais moi, je vous donne rendez-vous dans 10 ans, parce que même si une ville n'est jamais terminée, la logique et la cohérence urbanistique durable et sociale, eh bien, elle sera visible et définitivement installée. Merci. Oui, bonsoir.
Je voulais revenir déjà sur un point, juste pour avoir une confirmation. On a parlé au départ de... attendez, je reprends votre point. D'une troisième modification de PLU, c'est celle qui s'est terminée hier. C'est bien celle-là. D'accord ? C'est l'enquête publique qui s'est terminée hier. Voilà, d'accord. Après, je voulais revenir, comme je suis revenue déjà en commission. C'est vrai qu'on pourrait aller... Vous voulez pas aller plus loin parce que vous avez peur que ce soit pas faisable. Je le comprends bien. En même temps, si on veut développer l'offre d'accessibilité, il faut peut-être développer en effet les accès rez-de-chaussée en accessibilité. Et ça peut être peut-être précisé justement dans notre PLU parce que c'est quelque chose qui est assez fort. Parce que développer l'accessibilité des immeubles, le mieux c'est quand même qu'on leur réserve des logements en rez-de-chaussée. Et sur un autre point, c'était sur le développement de l'urbanisation, des autorisations de construire. On en a déjà discuté, je le sais. Vous me dites que ça prend du temps. J'entends encore Madame Saillé qui dit, vous verrez dans 10 ans. Toujours est-il que là, actuellement, début janvier, nous avons largement dépassé... Elles ne sont pas encore toutes autorisées. Il n'y a pas encore toutes les autorisations de permis de construire qui sont validées. Mais on a déjà une grosse demande de permis de construire déjà en ce début d'année. On a largement dépassé celle de l'année dernière. Et on n'est qu'au mois de janvier. Donc même si elles ne sont pas toutes validées maintenant, d'ici la fin de l'année 2022, il y en aura encore plus. Donc je me dis que si on veut vraiment diminuer cette urbanisation, je pense qu'il faut vraiment la restreindre vraiment maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes de logement, je l'entends, j'en suis consciente, je le vois bien autour de moi, j'ai toutes les demandes également. Mais toujours est-il que... Ou sinon, il faut se dire qu'on mettra cette limitation seulement dans 5 à 10 ans quand on sera capable de le faire. Mais là, actuellement, limiter l'urbanisation, c'est faire rêver les gens pour les faire rester ici. Mais de là à pouvoir le réaliser, dans 10 ans, ils seront partis d'en masse. Merci. Encore un complément de M. Iaconet. Juste un complément, je m'excuse de reprendre la parole. Jamais n'est évoqué la possibilité de surélévation. Je voudrais juste savoir, parce que c'est très à la mode chez nos amis genevois de surélever les bâtiments. Est-ce que c'est quelque chose qui est entendable dans votre réflexion ou absolument pas ? Alors, en disant ça, c'est pas forcément un vœu que je fais, bien au contraire. Mais je me demande si c'est quelque chose que vous envisagez dans ce futur PLU. De première réponse. Attention à l'écho. Oui, je sais pas. Je vais commencer par la fin, par la dernière. Vous dire que ça s'est déjà fait. Rue du Commerce, il y a eu une surélévation au-dessus d'Antonel, je crois. C'est le nom du magasin, donc de 2 étages. Ça a été fait aussi ça a été déjà réalisé. Et il y a un projet important en rue, on en parlera tout à l'heure, la délibération d'après, lié à la délibération d'après, au Baron de Loé. Donc au-dessus du Baron, vous savez qu'on est là, c'est à 2 étages actuellement, il y a un projet de surélévation là. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. Il faut que l'immeuble et sa structure le permettent, ce qui n'est pas forcément simple, mais c'est tout à fait possible dans la densification d'une ville. Et ça peut être une démolition-reconstruction ou une surélévation, c'est tout à fait possible. Sur la remarque par rapport aux personnes à mobilité réduite, je peux dire, le chapitre que l'on ouvre, qui est écrit ici, poursuivre et développer l'offre diversifiée de logements en termes de typologie, granulométrie et d'accessibilité PMR, permet tout à fait, après, dans le travail qu'on va mener, à répondre à ce que vous demandez, si on le souhaite, sur tous les rez-de-chaussée. Je veux dire, c'est pas parce que c'est pas écrit. J'ai essayé de vous l'expliquer l'autre fois, ce sont des grands objectifs. Ensuite, ça se traduit en action. Et il peut y avoir une action qui est de mettre tous les rez-de-chaussée en PMR, un certain pourcentage de l'immeuble en PMR. Ça sera à travailler, mais c'est pour moi quelque chose, évidemment, de nécessaire et d'important. Ensuite,
Monsieur Gaconnet, vous me demandez comment on peut contraindre à faire des grands logements pour les promoteurs. Je veux dire, on le fait déjà. Hein. Il existe au niveau du PLU déjà depuis plusieurs années des obligations de typologie. Les promoteurs en sont pas très contents. Hein. Donc il y a des pourcentages de T2, de T3, de T4, de petits et de grands logements dans chacune des constructions de plus de 1000 m². Ce sont des obligations qu'il y a. Je vous dis très sincèrement, les promoteurs n'en sont pas pleinement satisfaits parce qu'ils mettent plus de temps à commercialiser les grands logements que les petits et ça leur rapporte moins. Mais ça existe déjà, Monsieur Gaconnet, je pensais que vous en étiez informé. On va continuer dans ce sens. Bon, il faut savoir tout simplement que le marché, si on le laisse faire, il construit petit et il construit cher et il construit beaucoup. Voilà. En gros, dans notre région, c'est ça. Petit, cher et beaucoup. Voilà. Donc les objectifs qu'on se nomme, mais qu'on se donne, mais sans continuité. Enfin, je veux dire, il y a une cohérence que vous ne percevez sans doute pas sur tout ce qui est mené depuis quelques années. Peut-être je suis mieux placé pour la percevoir, et puis peut-être plus bienveillant pour la percevoir que vous, mais il y a une cohérence dans ce sens-là pour réguler le marché, pour qu'il soit effectivement, qu'il construise plus grand, enfin qu'il construise adapté, notamment donc au parcours résidentiel avec des logements T3, des logements T4, des logements T5 aussi, notamment enfin c'est une obligation aussi. De réguler aussi autant que faire se peut. Et c'est là que ces objectifs qui ne sont pas suffisants pour l'instant d'accession sociale fait qu'on puisse accéder moins cher à la propriété. Ça, c'est très important. Je pense que c'est très important pour la stabilité de notre population. Et ça, c'est un effort très significatif qu'il faudra faire. Il faudra l'imposer aussi, ça. Il faudra l'imposer parce que c'est pas très naturel. Et effectivement, le marché a tendance à construire beaucoup ces dernières années. Un peu moins quand même, ça fait 2 années que nous sommes en baisse, hein, puisque je vous l'ai dit d'autres fois, on a autorisé cette année 268 logements, ce qui est encore un peu plus que l'objectif qu'on se fixe qui nous est fixé, qu'on s'est fixé ensemble, hein, de 217. Alors, Madame Maïka, vous faites référence à une situation un peu particulière cette année que je veux bien expliquer à tout le monde, que je vous ai expliqué plusieurs fois en commission. Effectivement, en instruction actuellement, on a 337 logements en instruction actuellement qui ont été déposés en toute fin d'année. Vous êtes au courant ou pas au courant qu'il y a une nouvelle réglementation thermique notamment, ça s'appelle la RE 2020, qui est en application au 1er janvier 2022. Et il y a une course, j'ai envie de dire, des promoteurs à déposer les permis avant la mise en place de cette réglementation nationale, et je dirais en plus avant la mise en place de notre modification numéro 3, qui réduisait déjà beaucoup les possibilités de construire en zone UB. Voilà, donc on est là dans un afflux, une course en avant au moment d'une nouvelle réglementation. Alors, il se peut que l'année prochaine, les objectifs qui étaient en baisse depuis 2 ans déjà aient une petite remontée. C'est possible. Voilà, c'est possible, mais ça s'expliquera en particulier. Ensuite, je pense qu'il y aura un trou, un creux, sans aucun doute, sur la suite. Mais là, on a un effet d'opportunité par rapport à cette nouvelle réglementation qui contraint aussi, cette fois-ci en termes constructifs, en termes thermiques, en termes de matériaux, beaucoup plus les promoteurs. Voilà, donc un certain nombre de points. J'en avais un dernier, je crois. Toujours sur Madame Maïka, sur la quantité qui est construite. Je veux dire, j'ai envie de vous dire, il faut être... faudra qu'on soit cohérent sur la mise en place de ces obligations, enfin ces incitations, ces obligations, ces réglementations à construire moins. D'accord ? Puisque
la modification numéro 3, par exemple, qui est là, je pense que l'enquêteur public, il a eu pas mal de visites de propriétaires, sans aucun doute. Parce que ça, il y a une influence sur la valeur des biens, sur un certain nombre de choses. Je veux dire, c'est pas quand on met un espace vert protégé sur une propriété, c'est quelque chose qui est important. Voilà, donc j'ai envie de dire, il faudra qu'on soit solidaires ensemble sur ces mesures-là, parce que effectivement, ce qui prime, c'est l'intérêt général, et c'est pas toujours tout à fait bien en ligne avec les intérêts particuliers. Voilà, donc il se peut que, je veux dire, quand on réduit, enfin, je veux dire, dans les communes périurbaines où c'est très marqué, la valeur des terrains, enfin, il est constructible ou il n'est pas constructible, ça change tout sur sa valeur. C'est un peu comme ça chez nous aussi. Quand on met des servitudes sur un terrain, quand on classe un arbre sur un terrain, ça a une influence sur les possibilités à construire dessus et sur sa valeur. Voilà, donc il faudra être cohérent dans le même sens. J'ai envie de dire, sans agressivité de ma part, Madame Aka, mais lors d'une modification récente ou assez récente, vous n'êtes pas allé dans ce sens-là. Je voulais protéger 2 maisons, vous avez déposé contre, je vous en rappelle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Je reviens sur ma première intervention par rapport au cadre de vie, M. Boucher, ou peut-être que M. le maire allait répondre. Je suis désolé si je vous ai coupé l'herbe sous le pied. Mais je vous en prie. Mais aujourd'hui, on est tous confrontés, enfin on est tous, en tout cas certains propriétaires ou même locataires d'ailleurs, en tout cas habitants de cette ville sont confrontés à voir des immeubles monter devant leurs fenêtres. Aujourd'hui, c'est la vérité. Je suis très bien placé pour en parler. Et c'est vrai que quand on parle de cadre de vie, quand vous voyez plus le soleil à cause d'une construction, c'est le premier point que vous avez cité dans le paragraphe Annemasse ville durable, comment vous pouvez, je ne sais pas, vous allez me dire peut-être que vous avez, mais dans quelle mesure on peut, d'un point de vue légal, mettre en phase ce point-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dire, vous allez cacher la vue à ceux qui ont encore une vue sur un paysage lointain ou le soleil, tout simplement, pour des fois être très terre à terre. Comment, à ce niveau-là, vous pouvez contraindre, puisque ça n'a pas été fait dans les précédents, des dernières constructions qu'il y a eu, comment vous pouvez contraindre ces promoteurs à justement respecter le cadre de vie des habitants actuels, j'entends bien? Oui, M. Boucher, je vous laisse répondre sur ce point. Oui, c'est difficile à répondre sur ce point. Je ne vais pas répondre. Je veux dire, si vous êtes dans un appartement à un 4e étage qui a une maison devant vous et que ça se transforme en un immeuble de 6 étages, vous serez, voilà. Tout comme quand la maison était sans doute a été construite sans doute avant l'immeuble où j'habite au 4e étage et j'ai bouché la vue de la... Voilà, donc la ville, elle se densifie, elle se construit. Alors, effectivement, on n'a pas des horizons découverts, sauf si on habite tout en haut. Voilà, donc l'idée de s'inscrire dans l'environnement des grands paysages remarquables, c'est aussi ce qu'on appelle les cônes de vue, à partir des places, à partir des... C'est ça, principalement, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des cônes, des perspectives. Certaines, il ne faut pas les casser. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Après, évidemment, une construction devant une autre construction, eh bien, voilà, il y en a qui voient moins le paysage. Ceux qui habitent dans le nouvel immeuble le voient peut-être plus. Après, voilà, ça, je peux pas répondre à ça. Voilà, je veux dire, quand on densifie et qu'on monte des immeubles, effectivement, il y a des risques de barrer le paysage. Après, on est attentif à ça, évidemment, à s'inscrire dans l'environnement existant. C'est quelque chose. Tan Nguyen pourrait témoigner des prises d'empoigne, j'ai envie de dire, qu'on a quelque part avec les promoteurs, quelquefois aussi avec les propriétaires, il faut bien le dire, qui vendent les terrains. Voilà, quand on réduit
effectivement des hauteurs. On ne va pas au maximum de la hauteur possible. Enfin voilà, c'est un travail permanent que l'on a. Mais j'ai envie de dire tout simplement que d'un point de vue écologique et développement durable, le fait que les habitants habitent dans les villes, c'est la meilleure notion écologique qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que quand on est en périurbain ou à la campagne et qu'on est obligé d'utiliser sa voiture tous les jours et faire des flots de circulation, c'est pas très bon pour l'environnement. Donc moi j'assume une densification réfléchie et réussie dans les villes. Enfin, je pense que c'est le cas de toutes les villes, c'est le cas de toutes les préconisations qui sont faites en termes d'urbanisme. C'est habiter assez près soit de son travail, soit de l'endroit, soit des transports en commun pour mener à son travail. Et cette densification, il faut qu'elle soit raisonnée, il faut qu'elle se fasse dans le temps, il faut qu'elle ne mange plus d'espace vert, c'est-à-dire que c'est la ville qui se reconstruit sur la ville, et peut-être qu'en se reconstruisant sur la ville, effectivement, elle provoquera des troubles sur les gens existants, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est quand même comme ça qu'on avance écologiquement. Donc si je vous suis, franchement c'est une position qui se défend et j'ai aucun problème. Alors faisons comme dans les grandes métropoles, montons en R+, montons des tours énormes pour mettre le plus de monde possible. Allons jusqu'au bout de votre réflexion. Si vous voulez faire ça, allez jusqu'au bout de la réflexion. C'est-à-dire, faites des R+10, des R+11, des R+12, montez un maximum de gens dans ces immeubles. Et là, effectivement, je serais d'accord avec vous, tout le monde prendra le train, tout le monde prendra le tram. Mais là, dans votre discours, il y a un décalage dans le discours et dans la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce que vous défendez au niveau de l'écologie, ce qui est tout à votre honneur et ce qu'on pourrait partager, finalement, on a l'impression qu'on est à mi-chemin dans votre réflexion. C'est-à-dire que soit vous montez vraiment très très haut et vous mettez le plus de monde possible, comme ça, tout ce qui reste autour est vert et préservé. Et là, on est à mi-chemin de votre réflexion. Je vais laisser M. Boucher, mais je serais très étonné, M. Gaconnet, si on construisait des gratte-ciels à Annemasse, puisque c'est ce que vous dites, qu'on soit suivi par vous-même ou par d'autres. Il y a un nécessaire équilibre sur l'ensemble des constructions. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on monte, mais d'une manière raisonnable, parce qu'il y a un moment donné, on défigurerait, en fait... on n'est pas New York, hein, on est une ville moyenne, mais il n'empêche que les cônes de vue, je crois qu'il ne faut pas non plus les nier, et vous avez cité la porte d'Harmonie, mais vous allez juste un peu plus loin là, et vous regardez le cône de vue qui existe de la rue du Chablais sur le Salève. Il est remarquable. On ne va pas construire au bout un immeuble de 10 étages, 12 étages pour bloquer cette vue. C'est un exemple de cône de vue tout à fait à prendre en compte. Mais, M. Boucher, qu'est-ce que vous dites des gratte-ciels ? Une façon de densifier, de monter en hauteur, c'est clair. Hein. Voilà, dans la densification d'une ville, je veux dire, le moins on est haut, le plus on est étalé, le plus on est en hauteur, le moins on est étalé, le plus il y a d'espace vert. Voilà, après, tout est équilibre, Monsieur Gaconnet. Donc là, vous cherchez à me pousser dans des... Moi, je souhaite une densification raisonnée, Monsieur Gaconnet. Raisonnée et ralentie. Vous devez l'avoir senti quand même, je pense. Voilà. Quand je dis je, c'est nous. Vous peut-être aussi, j'espère. C'est nous. Voilà. C'est-à-dire que depuis des années, et là, je vais pas faire témoigner Tam Nguyen en conseil municipal parce que c'est pas son rôle, mais vous pouvez aller le voir entre les différents PLU qui ont été mis en place. Le poste précédent, le PLU qui ont été mis en place, etc., on est de moins en moins dans des règles de construction faciles. C'est-à-dire qu'on rend les constructions plutôt plus difficiles et plutôt plus vertueuses au fur et à mesure du temps.
Et ça, vous pouvez prendre les règles petit à petit. D'ailleurs, quand vous regardez la ville comme elle est là, vous verrez qu'il y a des immeubles qui ont été construits dans les années 60, j'ai envie de dire avant l'ère Borel, c'est vous dire si c'est loin, qui sont immenses dans des endroits. Vous avez des immenses immeubles complètement isolés sur des endroits qui ne sont pas en centre-ville. Voilà, c'était complètement désorganisé. Ça s'organise petit à petit. Et petit à petit, nous mettons des règles qui ont pour but notamment de construire mieux et de construire moins, petit à petit. Voilà, c'est un pas supplémentaire qui est là. Il a dans ma tête déjà été franchi dans la modification numéro 3, là, qui est très restrictive sur la zone UB. Et voilà, c'est un pas supplémentaire qui est fait là. Ça ne veut pas dire que la ville, elle s'éteint. La ville, elle doit continuer à se développer. Une ville qui ne se développe pas, elle meurt. Voilà, donc elle doit continuer à se développer à un rythme qui est adapté. Et notre ville, regardez-la, monsieur Gacquenay, il y a plein d'endroits, je vais vous en montrer la délibération d'après, où il est nécessaire que la ville elle se reconstruise sur la ville. Il y a plein d'endroits, il y en aura 3, là, je vais vous montrer, où la qualité architecturale actuelle, elle est très mauvaise. Dépareillée, enfin, elle n'a rien de moderne, elle est vieille, voilà, donc il y a besoin architecturalement de remettre en valeur ça. Et en même temps, il y a une forme de densification qui se fait. Il y aura plus d'habitants qui habiteront sur ces endroits-là qui n'en habitaient avant, mais la ville, elle en sera améliorée d'un point de vue architectural et d'un point de vue urbanistique. C'est ça qu'il faut viser. Ensuite, vous me provoquez sur les hauteurs de bâtiments. Bon, moi, je connais très bien un quartier pour y avoir habité longtemps et travaillé presque tout le temps. Il s'appelle Le Perrier. Ce quartier, d'un point de vue architectural, il est réussi. Il est réussi, ce quartier. Voilà, il peut avoir des difficultés, mais d'un point de vue architectural, c'est un quartier dense où il y a beaucoup, beaucoup d'espaces verts. Et c'est un quartier dense. Voilà. Donc, je veux dire, entre la densité et les espaces verts, effectivement, il n'y a pas forcément d'antagonisme. Voilà, donc, moi, je pense que notre ville, sur son centre-ville, et je vous l'ai exprimé plusieurs fois, je l'ai exprimé sur la piétonisation, il est nécessaire de le revégétaliser, de regagner de la place et de revégétaliser, parce que entre la mairie et la gare, c'est peu végétal. Donc ça, c'est sûr. Donc il y a des points. L'orientation d'aménagement qui est proposée à la modification numéro 3 et qui va faire bouger un peu, qui fait bouger les gens, là, elle a ce but-là, de créer presque un nouveau parc en prolongement de la place de Faux. Voilà, donc je pense que c'est ça. Donc moi, je pense que notre objectif est de plutôt diminuer la quantité de construction, moi je le souhaite vraiment très fortement, d'apaiser notre population et puis d'offrir des possibilités donc à des gens qui pour l'instant n'en ont pas la possibilité financière d'accéder à la propriété et à se stabiliser sur notre ville. Voilà. Et puis je pense que vous l'avez remarqué puisque c'est le premier bloc qui est proposé là, c'est le bloc transition écologique. Mais je veux dire, il est très mis en valeur parce qu'il correspond tout à fait au programme que nous portons et que j'espère vous porterez aussi. Merci, Monsieur Abichère. Oui, j'avais une toute petite remarque, mais Michel Boucher a déjà faite. Si on monte, c'est un peu contradictoire, complètement contradictoire de vouloir monter les immeubles. Je vous rappelle que un de nos objectifs, c'est de réduire la croissance, que la croissance soit plus limitée. Et évidemment que si on monte, c'est pour faire plein de croissance. C'est pas ça qu'on veut. Voilà. Mais Michel l'a dit beaucoup mieux que moi. Je voudrais merci pour ce débat est très intéressant parce qu'on échange et ça permet d'enrichir la réflexion. Moi, je voudrais ajouter 2 ou 3 éléments. Le premier concerne, et j'y reviens, Michel Boucher l'a beaucoup noté, concerne les fameux 3/3 du SCOT. Il faut bien le dire, nous sommes
une des très rares agglomérations de France à avoir fait ce choix. C'est un choix très très important. Ça veut dire tout simplement que la puissance publique va mettre des règles et contrôler un certain nombre de choses et imposer un certain nombre de choses sur 66%, 2/3, des constructions. Et je veux vous dire que s'il y a la marque d'une volonté politique, elle est bien là. Elle est bien là. Le tiers de logement social, comme l'a dit Michel, on sait faire, hein, et Annemasse l'a fait de manière très, très anticipée. Et puis le tiers d'accession sociale avec des outils nouveaux. C'est aussi parce qu'on a des outils nouveaux qu'on peut le faire. Il y a un outil qui existe depuis longtemps, le PSLEA, hein, c'est l'accession sociale normale à la propriété à partir du logement social. Et puis, il y a un outil essentiel qui est en train de révolutionner l'accès aux personnes, disons, au cadre moyen dans le parcours résidentiel. C'est le BRS, le bail réel solidaire. Aujourd'hui, le bail réel solidaire nous permet de sortir, vous savez, le bail réel solidaire, c'est la séparation dans l'évaluation du coût du foncier, du coût de l'immeuble. Et en gros, le coût du foncier, il n'est pas payé par les propriétaires des appartements. Et évidemment, vous imaginez que ça descend tout de suite. Et aujourd'hui, dans cette ville, dans cette agglomération, on sort du BRS à 2800 €, 2700 même quelquefois, le mètre carré. C'est-à-dire quasiment la moitié du libre le plus cher. Donc voilà, un outil important. Mais ça, c'est une vraie... Il va falloir convaincre, hein. Il va falloir imposer. C'est pour ça qu'il nous faut des règles, et ces règles, c'est celles qui seront mises dans ce PLU. Et puis, on se donne aussi des règles locales. Par exemple, dans la ZAC, Étoile, celle qui est à la fois sur Annemasse, Ambilly et Ville-Lagrand, dans cette ZAC, on n'avait pas encore le BRS quand on a créé la ZAC, mais on avait la volonté de mettre un tiers de logements abordables. Eh bien, on a créé et imposé à l'aménageur, donc aux promoteurs, des règles qui permettent de sortir du logement abordable à 3000, 3300 € le mètre carré. C'est donc bien des volontés politiques que l'on traduit, et les volontés politiques, quand elles se traduisent sur des documents qui s'imposent, un PLU, évidemment, on a des armes plus fortes pour les mettre en avant. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque concerne Vous avez beaucoup parlé plusieurs fois d'architecture. Et moi, je voudrais qu'on regarde Annemasse avec des yeux plutôt objectifs. Vous savez, je suis un Annemassien de longue date, et quand je me souviens de ce qu'était, par exemple, la rue du Chablais, l'espace entre la rue du Chablais et l'avenue de la Gare, il y a 40 ans, mais c'est pas la même ville. On peut pas regretter ce temps-là. Quand je me souviens d'un quartier de la Gare où j'ai habité longtemps, et où le bâtiment qui faisait mémoire, c'était la Gare. Le reste, je peux vous dire, et vous le connaissez, c'était aussi pour la plupart des friches urbaines. Et je ne vous parle pas du quartier où nous nous trouvons là. Le quartier où nous nous trouvons, c'était totalement des friches urbaines, totalement. De l'autre côté de la rue du Docteur Cocan, du côté où nous nous trouvons, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, sinon des masures ou des hangars, enfin bon, qui n'avaient aucun intérêt architectural. Donc, soyons objectifs. Tout n'est pas beau, mais il y a une qualité architecturale qui a fortement augmenté. Moi, j'en prends qu'un exemple. Les immeubles qui se sont construits autour de l'esplanade François Mitterrand, autour de la gare, sont d'une qualité architecturale assez remarquable. Eh bien, cette qualité est signée, y compris par des architectes de renom. Les concours ont été importants. Eh bien, c'est cette qualité architecturale qu'il faut que l'on généralise et qu'on est en train de généraliser avec des exigences, y compris des architectes conseils, y compris le CAUE qui nous accompagne. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui montrent que chaque permis de construire
est passé au crible d'une volonté de faire de l'architecture d'Annemasse un signal, je reprends les termes de la délibération moderne, et qui soit le plus agréable possible. Donc ça, il faut le prendre en compte, et je pense qu'on peut aller plus loin, on peut imposer encore plus dans le cadre d'un nouveau PLU. Et enfin, dernière remarque, c'est sur les chiffres. Moi, et sur les évolutions. On laisse passer, ou du moins on oublie, un certain nombre de données tout à fait récentes, publiques, parues dans la presse, y compris avec des grands articles, sur l'évolution de la population. Regardez l'évolution de la population. On s'est fait faire, je ne l'ai pas là malheureusement, mais pour l'agglo, on s'est fait faire des graphiques qui montrent l'évolution de la population de notre agglomération. Le rythme d'évolution de la population, dans les premières années, depuis 2010 jusqu'à avant, évidemment, mais les chiffres, on les a calculés depuis 2010, montrent qu'on tournait sur Annemasse à une moyenne par an de plus 1000 habitants. Plus 900, plus 1100, enfin une moyenne d'environ plus 1000 habitants. On est, à partir de 2015, grâce au PLU restrictif dont parlait Michel Boucher, on est tombé à environ 600 d'augmentation. Aujourd'hui, le dernier chiffre, les 2 dernières années, on est aux alentours de 350, 400. Même si on peut se poser des questions sur les différences, le travail de l'INSEE, voilà, il y a sans doute des choses à voir. Aujourd'hui, on peut dire que les documents d'urbanisme successifs qui ont été mis en place par la ville et par d'autres, d'ailleurs, par d'autres communes de l'agglomération, ces documents d'urbanisme ont freiné les constructions, donc ont freiné le développement sans l'arrêter, parce qu'on répond encore à des besoins. Sur les 5 dernières années, on est à 0,9% en moyenne. Merci, c'est ce que j'allais dire. L'objectif du SCOT, qui est de dire la zone urbaine centrale ne doit pas augmenter de plus de 1% par an. Ça, c'est écrit en toute lettres dans le SCOT. Aujourd'hui, Michel Boucher vient de le dire, sur les 5 dernières années, on est à 0,9%. Donc, soyons aussi, objectivons, hein, ce n'est pas des choses qu'on invente, ce n'est pas nous, hein, objectivons nos remarques, et on verra que des efforts très forts, très importants, ont été faits. Et ma conclusion sera très simple, hein. Le document qu'on vous demande de voter aujourd'hui, ce n'est pas le PLU qu'on vous demande de voter. C'est pas un blanc-seing, pour reprendre votre expression, monsieur Gaconnet, c'est tout sauf un blanc-seing. C'est des orientations dans lesquelles il va falloir mettre des tas de choses. Et moi, je souhaite que vous participiez de manière très constructive à ce qu'on va mettre dans les cases, là. Et qui est le débat, parce que le débat, il va être largement ouvert. Et les premiers qui vont y participer, ce sont bien sûr les élus de cette ville, les élus qu'ils soient dans la majorité ou qu'ils soient dans l'opposition. Donc, c'est un appel à travailler ensemble pour que l'on mette les mesures les plus efficaces possibles pour appliquer tout ce qui est le catalogue de départ de ce nouveau PLU. C'est pour ça que je vous appelle à voter largement cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Madame Matougui. Donc on n'aura pas de participation constructive de Madame Matougui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci, et je vous remercie pour ce vote quasi unanime. Nous ferons tout pour que la concertation la plus large soit mise en place. Et ce vote est important parce qu'il démontre la volonté de l'immense majorité de cette Assemblée de travailler à la construction de ce nouveau PLU. Merci beaucoup.